Une première journée riche en découvertes a laissé nos protagonistes exsangues et avides de réponses. Qui est Istvan, cet enfant mystérieux qui semble n'avoir laissé aucune trace et a été retrouvé presque 30 ans auparavant aux côtés d'Issam Nouri, la première victime de la trinité de meurtres? Qui a volé tous les dossiers le concernant? Et pourquoi trouve-t-on des débris d'opale noire à leur place? Que recherchent les membres de la Myriade, le groupe dont semblent faire partie les agresseurs de Martial? Qu'est-ce qu'un terme ésotérique lié à la Kabbale a comme lien avec le reste de l'affaire? Valentin Bog a-t-il raison de craindre que Christian Lemoine cache quelque chose de sinistre? C'est sur ces questions que les membres de l'équipe commencent une nouvelle journée d'enquête. Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Nous sommes dans des couloirs carrelés d'un blanc stérile, éclairés par la lumière d'un rouge criard, dans lesquels résonnent des cris de souffrance. Des portes métalliques, toutes similaires, ornent chaque côté de ce couloir. Et alors qu'on traverse, de l'autre côté de l'une d'elles, on entend une personne marteler de toutes ses forces en hurlant « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Au bout de ce couloir, une pièce de très grande taille, dénudée à l'exception d'un simple fauteuil faisant face à un mur sur lequel s'étale un volet en métal. Et dans ce fauteuil, on devine la silhouette d'un homme. Juste à côté, un vieux téléphone à cadran noir sur une petite table basse, et une sonnerie stridente retentit. L'homme décroche. On devine une voix de l'autre côté. Il y a un silence, puis l'homme répond « Surveillez, tenez-moi au courant ». Encore quelques mots de l'autre côté. Peu importe, nous sommes proches du but. Éliminez-les si nécessaire. Il raccroche, puis appuie sur un bouton qui ouvre le volet en face de lui, et une lumière aveuglante pénètre dans la pièce. Léon. Il est assez tôt dans la matinée. Il doit être 7h du matin. T'as passé encore une fois une nuit très compliquée. T'es toujours assailli de cauchemars. Tu es réveillé par le son de l'orage et la pluie. C'est une petite pluie fine qui s'écrase contre ta fenêtre. Tu as la lueur blanchâtre de l'éclairage public qui rentre à travers tes volets à demi fermés. Comment tu te sens au réveil et à quoi tu penses? Je suis très fatigué parce que moi mes nuits elles sont plus du tout reposantes depuis très très longtemps. Et généralement le matin il y a une espèce d'entre-deux dans lequel je me sens très las. Il y a toujours une période de temps alors, qui dure de manière variable entre une demi-heure et 1 heure et demie, pendant laquelle je me sens excessivement las. Je me dis que ça fait chier que je me sois réveillé en fait. Mais une fois que ça s'est passé, je me mets un coup de pied au cul et je serre la mâchoire et c'est reparti parce que il y a du taf à faire. Et il y a que moi qui peux le faire. Je te propose qu'on décide un petit peu de à quel point tu as bien avancé sur ta traduction du carnet. On va faire un simple jet de logique qui déterminera juste ton avancée sur ta traduction. On est sur un 14. Effectivement, tu as passé une nuit très courte parce que tu as réussi à trouver un fil conducteur au fil des pages. Donc, comme je te le décrivais la première fois que tu as ouvert ce carnet, le carnet de Dinarov, c'est énormément de chiffres, pas forcément de noms qui sont affiliés, pas mal de notes écrites en cyrillique. Et tu as fini par comprendre que dans les dernières pages de ce carnet, il y avait en fait une liste d'adresses. Et chaque adresse est parée, jusqu'à la dernière. À chacune de ces adresses, il y a des dates qui correspondent. Et ces dates, elles remontent à au moins une dizaine d'années en arrière. Je ne saurais pas dire exactement si c'est une planque ou si c'est déplacement de matériel ou quelque chose, mais en tout cas, Dinarov semblait bouger d'adresse en adresse au fil du temps. Mais du coup, il y a une adresse qui n'est pas barrée. Et la date qui correspond, en gros, ça revient à peut-être 1 mois ou 2 en arrière. Eh bien, ceci fait, voilà, je note cette adresse dans un coin de ma tête. Je bazarde le carnet dans ma petite planque où je fous tout mon bordel illégal dans ma ventilation. D'ailleurs, j'en profite pour tâter un peu, voir que tout est en place, parce que bon, on sait jamais. Et une fois que je suis rassuré là-dessus, je m'attaque à une deuxième saloperie qui va bien niquer ma matinée. J'envoie un message à ma faume. J'envoie un message à Audrey pour répondre à son message auquel j'avais pas répondu la veille. Alors je lui fais un petit mytho auquel elle a l'habitude, du style oh là là, je taffais très tard. J'ai pas pu répondre avant et quand j'étais libre,
C'était beaucoup trop tard pour te déranger, machin, et cetera. Il y avait une réunion. Évidemment, j'irai chercher Franck demain, à la sortie de l'école et je le ramènerai chez toi vers 20:00, 21:00, entre 20:00 et 21:00 et voilà. Et normalement, il y a pas besoin qu'elle me dise l'adresse de l'école parce que vu que je la stalk, elle et mon fils, je sais où c'est. Tu reçois quasi instantanément une réponse de Audrey, lapidaire comme à son habitude. Bonjour Léon, merci de ta réponse. À demain. Tu as mentionné aussi la dernière fois le fait que tu voulais avoir le nom du ou de la journaliste qui s'était occupé de transmettre l'information sur Dinarov. Donc alors que tu es en train de manger tes petits œufs brouillés assis sur ton canapé lit en regardant par la fenêtre, tu as une petite notification de ta boîte mail. C'est un mail de Virgile. Et le mail est très court puisqu'il s'agit juste d'un nom. Bonjour, Guilhem Luciani. Cordialement, la direction régionale de la police judiciaire. Le mail de Virgile, je le forward à mes petits camarades, donc à Ante, Martial et Mallory. Et sinon après, non, moi le projet là, c'était d'aller au bureau. Il y a rien que je puisse faire vraiment là dans l'immédiat. Par contre, je garde dans un coin de ma tête qu'il faudra que j'aille checker 2 adresses dans les nuits qui viennent. À la fameuse adresse de Dinarov là pour voir s'il y a pas quelque chose que je peux trouver. Et la deuxième adresse, c'est récupérer dans les leaks de Ante sur les places fortes des bouts de Vassy. Une qui pourrait exploser sans que ça éveille trop de soupçons. Je passe sur Mallory. Au même moment, je pense que l'heure de réveil de Léon, tu es réveillé par le son du tonnerre dehors, qui éclaire fugacement ton appartement, qui est encore plongé dans le noir. Tu te rendors pas parce que Yann est couché à côté de toi et est en train de ronfler tout doucement. À quoi tu penses et comment tu te sens à ce moment-là? Je suis fatiguée, j'apprécie énormément Yann, mais je ne m'habituerai jamais au fait qu'on dorme ensemble. Et donc à chaque fois qu'on dort ensemble, ça me laisse perplexe, parce que j'ai pas toute la place et que j'ai peur de faire des cauchemars, que j'ai peur de me réveiller en pleine nuit en train de faire des trucs étranges. Donc je dors toujours qu'à moitié en fait. Du coup là je me réveille mais sans me dire que j'ai passé une bonne nuit de sommeil et du coup ça m'énerve un peu, ça me tend un peu et du coup je pense que le réflexe c'est de sortir discrètement du lit et d'aller prendre une douche toute seule. Je te pose la même question qu'à Léon, du coup. Est-ce que tu as tu avais évoqué la dernière fois le fait de rencontrer une personne qui s'y connaisse en cabale, ésotérisme, etc., etc., etc. Tout à fait, c'est ça mon premier rendez-vous de la matinée, c'est que je vais me diriger directement vers ce professeur-là. Et ensuite, ouais, j'irai au bureau voir ce qu'il en est et transmettre à mes petits copains des infos que j'ai pu récupérer. On peut imaginer que tu as déjà contacté cette personne, soit avant de te coucher hier soir, soit là ce matin. Tu tombes assez rapidement sur le nom d'un universitaire de la Sorbonne qui est justement spécialisé dans la mystique de la Kabbale, l'ésotérisme et la gnose. Cette personne, elle s'appelle Lazare Mizraïm. Donc ton plan, c'est de te préparer tranquillement et d'y aller dès que tu es prête. Tout en ne réveillant pas Yann surtout. Ferme la porte derrière moi, je la laisse ouverte, il va sortir quand il veut, mais je veux pas lui parler ce matin, j'ai pas besoin, donc c'est vraiment marcher sur la pointe des pieds et fermer discrètement la porte avant de partir. Tu te prépares à demi dans le noir en prenant les freins qui passent, en faisant le moins de bruit possible. T'as un petit nain de Yann à un moment. Il se retourne dans le lit, il continue à ronfler. Et tu quittes donc ton appartement pour te rendre vers la Sorbonne. Je vais te laisser quelques instants, le temps de repasser sur nos amis Ante et Martial qui sont déjà présents au bureau. Qui est arrivé en premier au bureau? C'est Martial qui est arrivé en premier au bureau. Pourtant, il s'est levé très tôt parce qu'il il a fait son stretching, il s'est rasé le peu de poils qu'il avait eu l'audace de repousser. Et voilà, il a pris le temps de méditer un peu, de faire le point, et il est parti de bonne heure. Il faisait encore nuit. Donc au moment où je suis en train d'écrire tout ça, t'es déjà en train de travailler sur place. C'est ça que je sous-entends, oui. Tu es en train de pianoter sur un des ordinateurs encore fonctionnels présents dans le bureau.
Même question, comment tu te sens ce matin-là? J'ai envie de te dire que pour l'instant ça va, mais petit à petit j'ai quelques pensées fugaces qui reviennent comme des angoisses incessantes qui vont me rappeler ce qui s'est passé la veille. Donc en fait petit à petit mon état a tendance à décliner. C'est très périodique, ça va, ça vient. Il y a des moments où je reprends un peu le dessus, je pense plus trop à ce qui s'est passé, donc je me reconcentre sur le travail. Et d'autres moments où, comme j'expliquais, ça irradie, donc ça revient. Et là, c'est un peu l'anxiété qui prend le dessus, la sensation d'un désastre à venir. Ça fait peut-être 1 heure ou 2 que tu es en train de travailler, quand Anté, rentre dans le bureau. Anté, du coup, tu es en train d'entrer, dans le bureau d'Escaton, au sommet du 2e bâtiment du Bastion. Quelles sont tes pensées à toi? Ça fait maintenant quelques jours, un peu plus d'une semaine que j'ai fait, cette espèce d'initiation là, pour pouvoir, travailler au plus proche des Putvaji. Sachant que je suis censé être en convalescence, tout ça, je considère que bon, c'est un peu normal qu'ils m'aient laissé une petite semaine de côté parce que je pense que je leur suis pas d'une grande utilité maintenant que je suis amoindri. Mais je m'attends à ce qu'ils m'appellent, à peu près incessamment et à ce que ça me bloque, des parties de temps où je pourrais pas, vraiment faire ce que je veux avec la liberté que je voudrais, notamment au Bastion. Peut-être que du coup, il y aura une période de temps pendant laquelle, je pourrais peut-être pas rentrer dans ce bâtiment-là sans éveiller les soupçons. Pour l'instant, un petit peu, on va pas dire inquiet, mais disons que ça me trotte en tête de pas encore avoir de leurs nouvelles et je me dis que de toute façon, pas spécialement à moi d'aller faire du bruit, pour aller les secouer. Ils savent très bien comment me contacter, donc je pense qu'ils le feront bientôt, mais que pour l'instant, autant me servir du peu de temps que j'ai devant moi. Et accueilli en rentrant dans le bureau par le son, des, touches de l'ordinateur de Martial qui est en train de pianoter frénétiquement. Je sais pas si sur ce que tu fais, Martial, si tu tapes un rapport, si tu es déjà en train de faire des recherches. Je tape un rapport, monsieur. Un rapport, et il est salé. Je parle notamment de mon entrevue avec le médecin légiste et ses méthodes peu conventionnelles. Voilà, bam. Tu entends, les pas de Hanté qui rentrent dans le bureau. Quelles sont vos réactions en vous retrouvant l'un face à l'autre? Alors moi, c'est un rapide coup d'œil et un bonjour. Ouais, voilà, par politesse en entrant, je vois qu'il est là, je vois qu'il est tout seul, je dis un bonjour et puis je me dirige vers on doit avoir une vieille machine à café, qui sent, la poussière, au fond et donc je vais aller manipuler ça, le temps de m'habituer à la présence, de Martials, en me disant qu'avec un café à la main, on pourra engager une conversation plus tard. Comment allez-vous, Posavets, aujourd'hui? Très bien, merci, et vous, tout va bien? Oui, je suis en train de terminer un rapport. Vous avez réussi à faire marcher la machine à café? Bah, j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner, elle est en train de vrombrir en tout cas, j'espère que quelque chose va en sortir. Donc ce moment de calme, est interrompu par Léon Castelli qui rentre dans le bureau. Moi, du coup, j'ouvre en grand la porte. Effectivement, il n'y a plus de calme, puisque un ours vient d'entrer dans la pièce. J'ouvre grand la porte, je pose mon manteau sur le porte-manteau, je referme la porte en la claquant à moitié avec le pied. J'éternue bruyamment et je me mouche en râlant sur la pluie. Et en voyant que je suis pas tout seul dans le bureau, je regarde mes 2 comparses, Posavec, le maître, et sans plus de cérémonie, je m'approche de la cafetière, l'ouvre machinalement, sans même regarder ce qu'il y a dedans, je rajoute 3 grosses cuillères de café moulu, la referme et me sers de la boue au café, comme à mon habitude. Et si je remarque que le maître, il est sur son PC, pendant que mon café coule, je me fends d'un petit, déjà sur une piste. Alors, moi, je soupire intérieurement. Toute cette cacophonie ambiante. J'en dirai rien. Oui, je suis juste en train d'écrire un rapport. Pas spécialement de piste, non. Et vous, de votre côté? Il y a le mail que je vous ai envoyé à tous. Apparemment, Virgile a trouvé le nom de la journaliste, enfin le journaliste. Apparemment, c'est lui qui a réussi à faire fuiter l'info sur la mort de Dinarov. Bon, pas de nom sur qui au sein du Bastion aurait pu lui laisser couler l'info, mais
on pourra toujours aller le voir lui directement et essayer de le travailler un peu pour voir s'il lâche ses sources. Et sinon, toujours cette histoire d'opale noire, j'ai bien envie de faire le tour des, bordel, mais il coule pas ce café, je mets une petite claque sur la cafetière, qui redémarre aussi sec et il finit par se saisir de son mug de soupe là et lui il boit ça comme si c'était tout à fait normal et un délicieux café. Ça ne l'est pas. Non, 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 c'est littéralement du marc de café qu'il mâche plus que ce qu'il boit, mais il a l'habitude. Je le regarde fasciné et en même temps un peu atterré, tu vois. Ce que je disais, c'est oui, il y a cette opale là, bon j'imagine qu'ils doivent pas passer par les réseaux, des réseaux réguliers, mais je ferais quand même bien le tour des bijoutiers qui en apportent, ce genre de pierres précieuses et avec cette quantité-là, à mon avis, ça doit quand même pas passer inaperçu et ça doit bien arriver de quelque part. Quels sont vos plans pour le reste de la matinée? C'est ce que vous faites des recherches sur quelque chose en particulier? Est-ce que Léon, tu vas battre le pavé de ton côté? Moi, je vais accompagner Léon parce que je pense que sur le terrain, je pourrais apprendre à mieux le connaître. Moi, je comptais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de plan contradictoire, m'intéresser à ce petit avocat là qui s'est fait dégommer. En l'occurrence, pendant qu'on parlait pendant le café des pierres, je fais 2-3 recherches. Mais si je vois les deux partir et que je suis tout seul au bureau du coup et que je trouve pas grand chose d'intéressant sur mes cailloux, je me remets en quête de découvrir des choses sur Monsieur Maudrange. Je peux juste te dire un truc que tu trouves sans trop de difficulté en cherchant sur plusieurs blogs de lithothérapie, de philosophie New Age. C'est que dans la Grèce antique, l'opale était considérée comme un symbole d'espoir et de pureté. Je pense que pendant que tu es en train de chercher ça, du coup, Léon renfile son manteau pour s'apprêter à ressortir. J'ai mon manteau que je suis en train de remettre et du coup je vois que Martial m'emboîte le pas. D'humeur à aller parler à un journaliste ou à des bijoutiers? Alors là, du coup, je suis en train de me lever, en même temps, je suis en train de rajuster mon col, et quand il me dit ça, j'ai la tête qui se lève vers lui. Eh bien, je suis plutôt intéressé par les bijoutiers, mais... Non, bah commençons par ça. Ça sera le plus long de toute façon. Ante, je vais anticiper pour toi, tu vas me faire un jet de chercher des indices de ton côté et on déterminera les conséquences de ce jet juste après que j'ai terminé avec Mallory. Mon plan pour Philou, c'était de prendre le dossier, de regarder tout ce qu'il y avait dans le dossier que je connais pas forcément et puis tous les documents que je connaissais pas spécialement sur ce meurtre-là. Puis, du coup, quand j'avais assez assimilé d'informations, me rendre sur place et chercher des informations sur place. C'était ça, le vrai plan à la base. Mais je me dis qu'avant d'y aller la fleur au fusil, ça vaudrait le coup de faire une petite demi-heure de lecture sur les informations qu'on aurait déjà au niveau du bastion. Tu me fais ton jet de chercher des indices? Un 5. Je te laisse là alors que tu es en train de regarder le dossier et de chercher des informations. Et étant donné que ça implique que forcément tu as pris beaucoup de temps à chercher des informations, on résoudra ça juste après. Mallory, je suppose que tu as pris le temps de contacter Monsieur Mizraïm avant de te rendre à la Sorbonne. Peut-être que tu l'as appelé, peut-être que tu lui as envoyé un message, ou est-ce que tu comptes t'y rendre à l'arraché? Honnêtement, oui, je pense qu'on y va à l'arrache, hein. Trouver son numéro sur Google, c'est pas trop dans ses cordes. En tout cas, c'est pas sa spécialité, ni son premier réflexe. Donc non, je sais où est la Sorbonne, j'y vais directement. Je suis gentille, je passe à l'administration avant en disant que voilà, je voudrais parler à un certain professeur, qu'on puisse l'appeler pour qu'on puisse être tranquille. N'oublions pas qu'il y a des manifestations en cours en ce moment sur Paris. On est tôt le matin, donc elles n'ont pas encore recommencé, mais il y a quand même des traces visibles du chaos ambiant. Pas mal d'abribus qui ont été cassés, une ou deux voitures retournées dans certains points chauds, des banderoles qui ont été abandonnées à même la rue. Et quand tu te rapproches de la Sorbonne, vers laquelle tu te rends sans doute en transport en commun, parce que c'est pas à côté, En général, c'est à pied quand même. Là, il pleut, je veux bien prendre un bus, mais la plupart du trajet, elle le fait à pied. Donc tu as le temps de voir donc, tout ce que je t'ai décrit sur le chemin entre ton déplacement à pied, tu rattrapes un bus pour te rapprocher un maximum puis tu continues la route. En te rapprochant donc de la Sorbonne, tu passes donc devant ces bâtiments très anciens qui remontent quasiment au Moyen-Âge.
Il y a plein de banderoles de partout. Tu sais que les cercles étudiants sont très engagés autour de la cause des violences policières et tu as toi-même été témoin de cette violence quelque temps auparavant. Il y a pas mal de banderoles avec des slogans qui attaquent la police, pas mal de poubelles renversées. Il y a un certain désordre autour de la Sorbonne qui tranche avec l'attitude assez vénérable du lieu. Tu arrives assez tôt. Tu te rends à l'administration et quand la personne t'indique la direction d'un bureau en te disant oui, le professeur Mizraim est déjà présent. Et vous pouvez aller voir, son bureau est au 2e étage. Tu traverses donc plusieurs coursives de couloirs et tu finis par arriver devant une porte richement décorée. Cette porte en bois sur laquelle il y a une plaque dorée avec écrit Lazare Mizraim. Tu tapes à la porte, tu entends une petite voix qui te dit Entrez !» Et tu rentres dans un bureau qui est plutôt chaotique dans son système de rangement. C'est bourré de bibliothèques, mais qui n'ont pas du tout été rangées. Il y a des ouvrages posés les uns sur les autres en piles qui semblent ne jamais s'arrêter. Il y a une petite table basse qui est encombrée de paperasse, de vieille machine à café qui est posée à l'arrache sur une pile de livres. Et tout au fond, tu vois donc un grand bureau qui est tout aussi mal rangé, derrière lequel il y a un petit homme, je lui donnerais une 60aine d'années, chauve, une grosse barbe noirâtre, mal entretenue, habillé en costume avec des petites lunettes rondes, qui te regarde rentrer. Oui, mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Je suis un peu mal à l'aise face à ce genre de personne, donc ma petite voix va simplement lui répondre. Bonjour professeur, inspecteur Baron. J'aimerais vous poser quelques questions si vous avez un peu de temps avant votre premier cours. Ce sera très rapide, je vous assure. La police? Mais c'est à quel sujet Voilà, je m'approche de lui et s'il y a une chaise sur laquelle je peux m'asseoir en face de lui, je le fais. Il fait le moment où il s'approche d'une chaise, il se lève précipitamment pour débarrasser une chaise qui est remplie de bouquins. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je n'ai pas beaucoup de visites. Donc je lui tends face contre table la photo de l'hôtel où il y a le symbole de l'œil et du crochet. Et avant de tourner la photo, je lui dis c'est une affaire très sensible, je suis désolée, il est très tôt. Ça risque de pas être très agréable à regarder, mais voilà, j'aurais besoin de votre expertise sur un symbole en particulier. Et du coup, je soulève très délicatement la photo et je place devant lui. Tu soulèves la photo qui donc effectivement présente cet hôtel sur lequel il y a une langue qui est posée. Tu n'as pas la sensation qu'il est plus choqué que ça. Tu as plutôt la sensation qu'au moment où il voit la photo, il la prend, il la scrute, il marmonne dans sa barbe, il fouille un petit peu dans ses papiers, il sort un gros bouquin, il feuillette un petit peu dedans, repose. C'est tout à fait inhabituel, tout à fait intéressant. Et quand a été prise cette photo exactement? Il y a une semaine. Ce symbole est assez rare et très inhabituel. Est-ce que vous avez entendu parler du nom de Golab? Pas du tout. Voyez-vous, je ne sais pas si vous vous connaissez en ésotérisme et en Kabbale notamment, mais dans la Kabbale, il y a une pensée qui s'oriente autour de l'arbre de vie, des séphiros qui représentent donc l'ordre cosmique. Cet ordre cosmique étant représenté par 10 aspects différents qui régissent l'ordre de l'existence. La loi, la beauté, la justice, etc., etc. Tous ces concepts qui font la société humaine ce qu'elle est, d'accord? L'inverse de cet arbre s'appelle le klipos. Le klipos représente tous les aspects maléfiques de ces premiers aspects que je vous ai décrits. Et Golab est un nom, parmi tant d'autres bien sûr, on pourrait passer des heures à en parler, mais bref, est un nom qui correspond au principe du tourment. Il est assez inhabituel de le voir sur un hôtel ou sur ce genre de configuration. Golab n'est pas une divinité, c'est plus un concept qui est abstrait. Le concept de torture, le concept de faire du mal aux autres, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et vous savez qui est l'auteur de cette chose? Non, on ne sait pas qui est l'auteur de cette chose. Ah, qui est fâcheux. J'aurais aimé lui poser quelques questions. C'est tout à fait fascinant. Je ne pense pas avoir entendu parler d'un culte ou d'une secte qui vénérerait ce concept-ci, en tout cas. C'est assez inhabituel. Voyez-vous, Golab représente le tourment et l'oppression. Dans la Kabbale, il est l'opposé de la loi, Gebura. La loi, c'est l'ordre qui régit les choses. Le tourment, c'est l'ordre d'oppression des êtres. L'oppression par la violence, l'oppression par la destruction. Est-ce que vous savez si c'est facile de se renseigner sur ce courant-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt de niche?
On peut se renseigner facilement. Est-ce que c'est disponible en bibliothèque publique? Est-ce que c'est très courant sur Internet? Est-ce que vous savez s'il y a des groupes spécifiquement destinés au Golab? C'est comme je vous le disais, la vénération d'un concept aussi pur est très rare, que ce soit dans la Kabbale ou dans l'ésotérisme d'une manière générale. Peut-être, vous pourriez trouver des ouvrages sur le sujet, mais il vous demanderait énormément de travail et je peux répondre à toutes les questions auxquelles vous désirez me répondre, bien entendu. Et je pourrais vous conseiller des ouvrages, je pourrais vous conseiller des conférences, mais je suis pas sûr que cela vous avancerait beaucoup plus dans le sens qu'encore une fois, c'est bien la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui ferait ce genre de choses au nom de ce concept. Je voudrais sortir de ma poche une petite boule de papier chiffonné, d'un papier à lettres de très bonne qualité. Donc je pose cette petite boule de papier chiffonné, je la déchiffonne, je la pose sur son bureau et je lui montre le symbole qui est en haut à gauche de cette lettre. Et je lui pose la question, est-ce que ce symbole vous parle? Est-ce qu'il vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Tu lui tends donc ce bout de papier que tu as en ta possession. Quand tu lui tends, il t'écoute et en même temps il est en train de lire ce qu'il y a écrit dessus. En fait, il t'écoute plus. On tente de le lire une fois, 2 fois, 3 fois. Excusez-moi, où est-ce que vous avez trouvé ceci? Je ne peux pas vous répondre, monsieur, c'est confidentiel, mais ça a l'air de vous troubler. Est-ce que ça vous parle, ce qui est écrit? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pensais pas retrouver la mention de tout ce qu'il y a dans ce poème de mon vivant. Quelle mention? Les termes, il s'agit de la légende du premier roi. La légende du premier roi? Vous pouvez m'expliquer? C'est un vieux mythe d'universitaire, des écrits hérétiques qui auraient été publiés aux alentours du Moyen-Âge. Cette époque-là, beaucoup de théoriciens s'amusaient un petit peu à décrypter la Bible, la Torah, et essayer d'y trouver des signes de ce qu'ils voulaient bien y trouver. Et certains écrits ont relaté la légende donc du premier roi, donc le premier souverain de l'humanité, du temps de l'Éden, d'après certains experts dans la Kabbale et la gnose. Il aurait été puni par Dieu lui-même pour son arrogance et condamné à être torturé pour l'éternité par cette même arrogance. Vous voyez, il parle de miroirs, de couronnes, d'épées, de clés. Tous ces objets qui sont décrits sont considérés comme des attributs de ce premier roi. Vous voyez, il décrit une cour, un palais, cour d'opale. Cette mention aussi m'est familière, j'ai cru la voir plusieurs fois mentionnée dans les écrits dont je vous parle. Je pense que ce poème relate peut-être l'exil et la souffrance de ce fameux premier roi dont je vous parlais, mais c'est tout à fait... C'est quelque chose de très pointu, comme je vous le disais, c'est une légende universitaire. Nous s'en rions même entre nous, certaines conférences. Je serais très intrigué de rencontrer la personne qui a écrit ce poème ou... Malheureusement, non, monsieur, ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolé. Vous voyez beaucoup de parallèles entre cette légende et voilà, le jardin d'Éden, la tour de Babel, la chute de Lucifer, enfin... Comprenez bien donc que ces écrits aient pu être considérés comme hérétiques par l'Église à ce temps-là et au banc la société intellectuelle. Est-ce que je pourrais avoir une copie de ce poème, peut-être j'adorerais l'étudier un petit peu plus en profondeur. Oui, vous pourrez en faire une copie, mais attention, monsieur, j'insiste fortement. C'est une affaire très sensible. Vous êtes la seule personne au courant. Si j'entends quoi que ce soit qui sort, je saurai pertinemment que ça vient de vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne vous inquiétez pas, je serai une tombe. Je n'ai pas d'autres questions, donc je vais récupérer ma photo. Je récupère l'original du poème. Je vous laisse ma carte si jamais vous avez des informations complémentaires au niveau de ce poème, et je suis très preneuse. Et encore une fois, faites très attention. Je vous remercie, inspecteur. C'est un cadeau que vous me faites avec ce poème, décidément. Ben, prenez-en soin. Vous embêtez pas, je connais la sortie. Il tend la main vers la porte un peu gauchement, il tend la main vers toi pour te la serrer, il te serre la main un peu, une poignée un peu molle et moite. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Qu'est-ce que tu fais à la suite de ça, cher Mallory? Je vais rentrer au bureau, déjà pour voir mes compagnons.
Enfin, je veux dire, ils sont sur d'autres pistes, mais là, elle le sait pas. Donc en fait, là, il faut qu'elle rentre au bureau pour se faire une idée de la journée qui l'attend. Tu pénètres donc dans le bureau d'Escaton au moment où Hanté est en pleine recherche dans les dossiers sur Philippe Maudrange. Donc en fait, Hanté, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses et tu n'arrives pas du tout à t'organiser. Tu es un petit peu angoissé, tu es un petit peu sous pression de ce que tu as vraiment la sensation qu'il faut que tu trouves quelque chose. Et du coup, tu as passé le plus clair de ton temps à ouvrir un dossier et puis dire non, non, c'est pas ça, et à en ouvrir un autre. Et tu te perds dans plein de trucs qui n'ont pas forcément de lien avec ce que tu es en train de chercher. Il y a bien une petite heure qui s'est écoulée et tu es épuisé. Mais quand je dis épuisé, c'est que à partir de maintenant, surtout tes jets liés à tes facultés intellectuelles, tu auras un malus de -1 parce que tu t'es fatigué mentalement à force d'éplucher ces dossiers. T'as le cœur qui se serre, t'es un peu en mode oh mon dieu, mais je vais rien trouver dans ces trucs. Et du coup, malheureusement, c'est le moment où tu rentres dans le bureau. Et Hanté, je sais pas quelle attitude tu as vis-à-vis de ces dossiers qui sont partout sur ton coin de bureau étalés. Surtout, c'était censé être une étape rapide avant de me rendre sur place. J'étais pas censé rester aussi longtemps, j'étais du coup pas censé croiser Mallory. Je pense qu'au bout d'un moment, ça me gonfle et j'abandonne. Et peut-être que du coup, j'ai pas vu le temps passer, que j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins de temps que ça. Mais quand je la vois rentrer, que je regarde l'heure et que je vois que j'ai perdu tout ce temps-là et que j'ai pas du tout avancé, je laisse tout en plan, je range tous les dossiers et j'arrête de chercher. Donc c'est un peu un Hanté défait qui te fait face, Mallory, à ce moment-là, je pense. Bah ouais, c'est ça, je viens de rentrer dans le bureau, donc j'ai à peine eu le temps d'enlever ma veste que je vois Hanté en train de ranger ses putains de papiers un peu énervé. Moi, je me fais discrète, je m'avance vers la machine à café et logiquement, j'essaye de verser un café. En fait, je me rends compte que le truc est compact parce que quelqu'un ne sait pas faire de café apparemment dans cet open space. Donc je me reste un peu perplexe, j'abandonne le café et je me vais Hanté et je lui demande ça va, vous étiez sur quoi là? Ouais, je faisais des recherches sur la victime précédente, l'avocat, mais je sais pas, je trouve rien. Ça me gonfle. Je pense que je vais aller me rendre sur place et regarder un petit peu, prendre connaissance par moi-même un petit peu du lieu. J'ai cru comprendre que personne n'avait touché depuis 6 mois, qu'il était resté intact et que personne n'avait vidé les lieux. Donc je vais aller faire un tour là-bas et ce sera peut-être plus clair que tous ces foutus dossiers là qui sont écrits n'importe comment. Rien n'est ordonné, c'est illisible, on comprend rien à ce qu'on lit. Ça, je suis bien d'accord. Ça vous dérangerait que je vienne avec vous parce que j'avais envie de voir aussi les lieux parce que effectivement moi j'y ai pas été et j'ai besoin de voir une scène pour mieux comprendre. Ah ouais, ok. Vous voulez un café sur la route parce qu'il n'y a pas de café? Vous venez d'arriver, on peut faire du café buvable si vous voulez. Ou sinon, on s'arrête en chemin, hein. Moi, les deux me vont de toute façon. Non, venez, on s'arrêtera en chemin comme ça on perd pas de temps. On saute dans la voiture du coup et si pas trop loin de chez lui, du coup, on fait une petite pause café et Vous partez du coup tous les deux avec ta voiture. Philippe Maudrange vivait dans une résidence plutôt huppée, les Espérances de son nom, qui se trouve un petit peu en dehors du centre de Paris, dans un coin qui est très très calme, une espèce de semi-banlieue pour gens très très riches. C'est pas à côté, mais en plus les manifestations ont commencé à reprendre. La dernière fois, vous aviez réussi, parce que vous sortiez complètement de Paris, à échapper à tout ça. Là, il y a un monde fou. Il y a des CRS qui, au moment où tu arrives à l'intersection, te font signe genre non, on ne peut pas passer ici, monsieur, il faut partir, il faut pas faire le tour, s'il vous plaît. Donc il vous faut quand même un petit moment pour sortir, et vous finissez par, avant du coup, de vous rendre directement, faire le tout droit jusqu'à chez Philippe Maudrange, vous arrêtez un petit peu à la périphérie du centre. Vous vous arrêtez dans un petit endroit calme juste avant de prendre la route, puis vous prendra une bonne vingtaine de minutes qui vous mène à la résidence des Espérances. Peu de monde, petit bistrot tout à fait charmant. On vous sert donc un café qui effectivement est excessivement cher, mais qui est certainement, selon vos préférences, plus buvable que celui que Léon a préparé dans les bureaux d'Escaton. Et vu que c'est la première matinée où Madame Baron arrive de bon matin, je pense que je pars du principe qu'elle s'est juste réveillée il y a une demi-heure et qu'elle a rien fait avant. Donc je lui pose pas de questions déplacées parce que je veux pas que ce soit pris pour du alors, on a fait une petite grasse matinée.
Donc je me contente d'absolument ne rien dire. Moi, un café, de toute façon, j'en ai déjà bu un en arrivant au bastion. Donc c'était juste histoire de faire une pause et je me dis que c'est histoire qu'elle, elle se réveille et qu'elle commence sa journée, quoi. Donc rien de spécial, j'ouvre pas la discussion. Ou alors sur des banalités, s'il y a une télé cathodique allumée dans un coin ou des gens qui ont un air un petit peu rigolo, j'essaye de détendre l'atmosphère, mais j'essaye de pas rentrer dans le détail et j'essaye de pas rentrer dans son intimité. Moi, je pense que d'automatisme, elle lui parlerait pas forcément parce qu'elle est pas hyper à l'aise de parler comme ça, juste pour faire la conversation. Mais en fait, il y a un petit truc qui se passe quand même, c'est que c'est son collègue qui sont censés bosser ensemble pour une durée indéterminée sur quelque chose qui est assez gros. Et en fait, je pense que un peu brutalement venue de nulle part, elle te pose simplement la question de ça se passe comment une intégration chez les Boudvagie? Très sincèrement, je sais pas exactement. J'ai eu une première rencontre où j'ai rencontré quelqu'un qui apparemment était de la famille, qui m'a fait faire, je sais pas, une espèce de tâche un petit peu d'initiation bizarre. Moi j'ai l'impression que ça s'est pas très bien passé. J'ai pris la blessure que j'ai là à l'épaule. Il fallait que je récupère un objet dans un vieil appartement. Enfin bon, quoi qu'il en soit, et malgré les dégâts que j'ai eus, j'ai réussi à me sortir de cet appartement avec cet objet-là. Ils avaient l'air très satisfaits et ils m'ont laissé un petit peu quelques jours de convalescence, mais là pour l'instant j'aurais du mal à en dire plus. J'attends qu'ils me rappellent, mais pour l'instant j'avoue que c'est bizarre, quoi. Vous avez récupéré un objet dans un appartement? Ouais, une mallette au fond d'un appartement abandonné où tout était crasseux. Mais je sais pas ce qu'il y avait dans la mallette, hein. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, hein. J'attends justement de voir, quand ils m'appelleront et quand je pourrai y retourner, si j'en apprends un petit peu plus. Mais là, pour le coup, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup, ça faisait beaucoup de choses à gérer et de situations, un petit peu compliquées. Donc, je sais pas s'il y avait quelque chose dans l'air ou quoi, mais enfin, j'étais pas dans mon état de pleine sérénité, quoi. C'est pas aussi bien passé que je l'aurais voulu. Je lui pose pas plus de questions ou alors des petites questions, sans grande importance, pas très personnelles, enfin, là, pour le coup, je fais la discute parce que son histoire, elle m'a touchée et que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez bien, donc je suis un peu plus détendue et je me permets de, blablater pour blablater. Ça me convient très bien. De toute façon, on comptait pas rentrer dans les détails et c'est très bien qu'on parle d'autre chose et que du coup, on détende l'atmosphère pour cette deuxième journée où nous nous voyons. Marcel et Léon, je pense que vous avez une liste de bijoutiers. Vu le prix annoncé par les laborantins, j'ai gardé sur la liste vraiment les bijouteries de luxe. Vu qu'on a retrouvé ça dans le cadre d'une enquête policière sur des gens qui disparaissent et qui meurent, une petite structure, elle pourrait pas en avoir autant. Et s'il y avait des fuites sur les stocks, ça se verrait. La bijouterie, ça va être surtout la première étape pour avoir les grossistes, en fait. C'est surtout ça. On fait ça un petit peu dans une forme ellipsée. Vous rentrez effectivement en premier lieu, toi et Martial, dans une grande bijouterie où on vous accueille au départ un petit peu avec suspicion, vu surtout toi, Léon, ton look. Puis au moment où vous montrez vos cartes de police avec un petit peu plus d'aménité. Ce qu'il en ressort, alors que tu discutes avec la responsable du magasin, effectivement, l'opale, c'est très rare, c'est très cher. Il n'y a pas beaucoup de grossistes qui font de l'opale en France, il y en a. Cette forme brute comme ça se trouverait jamais en bijouterie. Qu'elle te confie l'adresse d'un grossiste. On la remercie poliment, on lui souhaite une bonne journée et on s'en va. On va devoir prendre la bagnole, etc. pour y aller. Je veux profiter du trajet, taper le bout de gras avec ce cher Martial. Question logistique, c'est ta bagnole ou c'est la mienne? Écoute, moi, ma voiture, je la prends avec plaisir. C'est une petite Lexus.
hybride. On est parti, donc là pareil, je me resqueeze dans la bagnole en soupirant. J'essaye d'étendre mes jambes comme je peux. Tu noteras d'ailleurs qu'il y a des protèges sièges. Et je me dis que c'est bon, c'est très bien. Moi aussi j'ai une bagnole avec des protège-sièges. Oui. Et donc du coup j'attends qu'on s'éloigne un peu de la ville. Dites-moi le maître, généralement quand on me colle des nouveaux coéquipiers, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Du coup bon, j'ai un petit peu regardé les dossiers. Apparemment vous étiez au SUP et vous avez été sur l'opération Panthère. Je regarde fixement la route, je prends un certain temps pour répondre, tu sais, je me presse pas. Oui, j'ai fait partie de l'opération Panthère, bien entendu. Vous-même d'ailleurs. Votre légende vous précède. Oh, bah, légende. J'irai pas jusque-là. J'ai fait que mon taf. Pareil, dans votre dossier, apparemment, vous étiez consultant à cette époque-là. Disons que j'assistais les équipes sur le terrain, mais je n'y étais pas personnellement. Bon, vous avez rien raté hein, sur le terrain. C'était globalement une boucherie. Pour être tout à fait honnête, je pense que j'aurais préféré ne pas y être sur le terrain aussi. Par contre, il y a la chose sur laquelle je me suis trouvé un peu surpris, c'est que vous auriez fait tomber un réseau de ripoux. Je prends encore un certain temps pour répondre, faisant mine de me concentrer sur des actions très importantes de la conduite, et surtout le code de la route. Et je le regarde furtivement, puis je retourne sur la route. Effectivement, oui, bien sûr, je n'ai pas du tout à en rougir. J'ai assisté à un collègue qui a été pris dans le filet de la dénonciation. En réalité, pendant que vous étiez sur le terrain, j'en profitais justement pour détricoter l'infâme merdier qui se tramait en coulisses. Non, effectivement, il n'y a pas à en rougir, au contraire. Hein, s'il y a bien un endroit où il faudrait passer un peu un grand coup de balai, c'est bien le bastion et nos propres forces de police. On peut pas garder la ville à flot en étant nous-mêmes à moitié corrompus. En réalité, ils étaient très dangereux. Ils menaçaient entièrement la sécurité de nos agents sur le terrain, avec les informations qu'ils faisaient fuiter, donc ce n'est pas plus mal, malgré la réputation néfaste que je peux me traîner, même si j'en ai pas grand-chose à faire. La mauvaise réputation que vous vous frappez est complètement injustifiée et j'essaierai d'en toucher deux mots aux collègues du Bastion. Comme vous dites, j'ai une légende. Je suis un peu respecté encore là-bas, donc mon avis compte. Très sincèrement, elle n'est pas déméritée, j'ai lu vos rapports et vous êtes un homme de terrain et vous avez prouvé à plusieurs reprises. Cela est rassurant de vous avoir dans l'équipe. Je mets fin à cette conversation en hochant la tête silencieusement et en regardant au dehors. Il vous faut du coup une vingtaine de minutes pour rejoindre le grossiste. Vous rentrez donc dans un grand entrepôt qui est juste apposé à un bureau où on vous accueille. Tout est propre, tout est clean, tout est dans blanc, clinique et parfaitement sans personnalité. Moi, je veux la liste des clients qui ont commandé de l'opale noire. Ils me sortent toute la compta sur 20 ans. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont eu des cargaisons d'opale noire qui ont disparu? Genre, est-ce qu'il y a eu des pertes d'opale noire à un instant X ou Y La comptabilité, on va vous la sortir. Tout est parfaitement en règle. Vous pouvez le voir. Nous, nos clients, ce sont uniquement des bijouteries. Généralement, l'opale est traité chez nous dans nos ateliers et on le renvoie. Quant à des pertes, non, croyez-moi, la sécurité ici est optimale et je suis désolé de ne pas vous être d'une plus grande aide, inspecteur, mais Non, ne vous en faites pas, vous êtes au contraire d'une aide très précieuse. Ce que je propose à Martial, c'est qu'avant de retourner au Bastion et de déposer la pile de dossiers qu'on a récupéré chez le grossiste, faire un crochet pour aller voir Guilhem et lui demander qui c'est sa source et à quel moment il a trouvé que c'était hyper intelligent de diffuser des meurtres rituels sur des chaînes de grande écoute en plein milieu de manifestations. on vous reprend dès qu'on a avancé un petit peu du côté de Hanté et Mallory. La Cité des Espérances, elle est postée au sommet d'une butte. C'est une espèce de grand bâtiment en pierre et en verre qui fait face aux étendues grises de la ville. Au moment où vous êtes en train de rouler, la pluie continue à tomber. De temps en temps, il y a un petit éclair qui perce le ciel. Votre voiture remonte le long de la route qui mène, le long de ruelles qui sont super calmes, super verdoyants. Donc après avoir passé un mur d'enceinte, avoir sonné, expliqué que vous êtes inspecteur de police, on vous laisse rentrer à l'intérieur
de ce petit havre de paix pour Parisiens aisés. C'est vraiment le genre de lieu où ces gens cherchent le calme sans s'abaisser à vivre en banlieue, n'est-ce pas? De l'autre côté de ce mur, il y a donc une cour qui est décorée d'une statue un petit peu abstraite en métal. Il y a 2 bâtiments qui se posent de chaque côté de cette statue. Vous rentrez dans un grand hall dont le sol est dans un marbre parfait, noir et blanc, super bien nettoyé. Vos reflets s'étendent sur ce sol carrelé. Des colonnes blanches qui s'étendent jusqu'au plafond. Il y a un ascenseur en fer forgé noir qui se trouve au centre de 2 escaliers en pierre blanche qui montent le long de l'immeuble. Qui n'est pas très grand, ça fait 3 ou 4 étages. Mais il y a vraiment une atmosphère de luxe un petit peu ostentatoire qui s'en dégage. Et il y a un homme que vous pensez être le concierge du coup, qui est assis de l'autre côté d'un petit bureau qui se trouve dans un coin de ce hall d'entrée. Quand il vous voit arriver, cet homme s'approche de vous. Un homme noir d'une 50aine d'années, qui est d'un costume très simple, très sombre. Messieurs, dames, puis-je vous être utile? Sors du coup ma carte. Ouais, pareil. Inspecteur de police, nous venons voir l'appartement de Monsieur Maudrange. Je peux vous y amener si vous le désirez. Thomas Norel, je suis le gardien et le concierge de cet immeuble. Puis je vous emmène jusqu'à l'appartement, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de quoi que ce soit, questions, ce que vous voulez, je suis à votre disposition. Très bien. Merci monsieur. À plus tard. Vous rentrez du coup dans une entrée assez étroite qui débouche sur un grand salon décoré avec des murs gris qui donnent vraiment une sensation de sérénité assez froide, distante. Décoré, mais tout est fait avec goût et expertise. Des tableaux qui sont accrochés aux 4 murs de la pièce, qui sont cadrés par des grandes bibliothèques en bois noir. Et il y a quelques marches qui descendent vers un grand espace, le salon en lui-même en réalité, dans lequel il y a un canapé fait face à un grand écran. Dans un coin, il y a une cuisine ouverte avec un plan de travail en marbre blanc. Plusieurs portes qui mènent à différentes pièces. Vous devinez certainement une chambre, une porte vitrée qui a l'air de mener à un bureau. Toute la pièce, en fait, donne sur des baies vitrées qui donnent sur la cour de la résidence. Et un petit peu plus loin, on peut deviner Paris. Premier objectif, ce serait de voir si les documents, des dossiers, ce sur quoi il était en train de travailler, parce que c'est pas vraiment clair ce sur quoi il était en train de travailler et pourquoi d'un coup il s'est mis à travailler sur autre chose. Je comprends pas bien son implication avec Sevenchenko et je comprends pas bien pour de quel côté il bossait et qui il essayait de défendre. Bah, du coup, en me disant qu'il y a déjà une grande partie de cet appartement qui a été récupérée par les flics, je vais essayer de chercher des choses que eux auraient oubliées. Essayer de chercher des choses que peut-être mon instinct d'inspecteur pourrait voir en plus. Je veux donc vous demander de faire chacun un jet de recherche d'indices. Ça fait 12. 8. En tête, tu rentres dans cette espèce de bureau qui est couvert de moulures en bois très sombres, d'autres bibliothèques qui pour le coup sont assez vides. Alors, ça me semblait être une bonne idée parce que j'ai rien compris aux dossiers, aux preuves et enfin aux dossiers qui en ont été faits et que je me suis dit que du coup ça avait été fait n'importe comment et qu'il n'y avait pas les infos. Ça vaudrait peut-être le coup que quelqu'un qui a plus de quêtes de QI se penche dessus et essaye de creuser un petit peu. C'est ce que tu te dis en parcourant un petit peu le bureau. Il y a quelques papiers administratifs, des lettres qui ont été ouvertes, factures, etc., mais rien qui te dise quoi que ce soit. Il y a des photos en fait encadrées qui sont posées sur ce bureau. Tu reconnais pas les gens, t'es un petit peu fatigué et saoulé, tu lâches ça très très vite en disant bon, comme tu me disais, genre je n'y arrive pas, ça me saoule. Non, vu que ça me saoule, au bout d'un moment, s'il n'y a rien d'intéressant, je vais voir ce que fait ma collègue. Et justement, Mallory, tu as donc une question que tu peux me poser. Si t'as pas d'idée particulière, on va faire autre chose. Tu proposes quoi sinon? De me lancer un D6 en réalité. C'est pour déterminer ce que tu peux trouver en marchant dans l'appartement. 4. Il y a une pile de lettres que tu épluches un petit peu. En fait, c'est des traces de paiement. Des traces de paiement à une ONG qui s'appelle Une Nouvelle Chance. C'est des paiements qui remontent aussi loin que les années 90 et qui ont continué jusqu'à à peu près la date de la mort de Philippe Maudrange, donc 6 mois auparavant. Est-ce que tu as une question que tu veux me poser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux que personne n'a vu alors qui est pourtant évident sur cette scène de crime? Tu es en train d'éplucher ces lettres, tu relèves la tête, et en fait, tu n'avais pas vraiment pris le temps d'observer les tableaux qu'il y a autour de toi. Et quand tu regardes, tu vois qu'il y a 4 tableaux
du coup, dans chaque mur de la pièce. Et ils se ressemblent un peu tous, ils ont un petit peu la même structure, c'est-à-dire ces tableaux qui sont un peu d'inspiration romantique, peints dans un style qui est assez classique. Et chacun représente en fait un personnage qui est assez androgyne, d'une très grande beauté, qui a des longs cheveux blonds qui sont ornés d'une auréole, qui est vêtu d'une toge rouge. Et sur chaque tableau, en fait, il est dans une position où il porte un objet différent. Et par exemple, le premier tableau le représente en train de tenir un miroir. Dans le second, il est en train de poser un cercle de métal autour de sa tête, comme une couronne. Dans un troisième, il est présenté comme ça, avec ses mains ouvertes, avec une clé entre ses mains. Et enfin, il y en a une dernière, où il tient une épée. Je prends une photo de qualité médiocre de ces 4 tableaux. Hanté, pendant que Mallory est en train de faire ça, tu es en train de revenir vers le salon et tu la vois en train de prendre des photos de ces tableaux que tu n'avais pas vraiment fait attention en rentrant parce que tu étais déterminé à trouver des dossiers dans le bureau. Tu débarques là-dessus, tu vois donc ces 4 tableaux que je viens de décrire. Tu captes en fait, oui, il y en a un sur chaque mur. Je lui montre la pile de lettres. Pourquoi est-ce que ça aurait été oublié par la scientifique? C'est peut-être important quand même des paiements d'une ONG. Est-ce que c'est une vraie ONG? Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Est-ce que je peux regarder la bibliothèque, voir si je vois pas un bouquin sur la Kabbale, par exemple? Sur certaines légendes du Moyen-Âge? Quand tu es en train de zioter la bibliothèque en question, tu vois qu'elle contient plein d'ouvrages, mais des trucs qui sont plutôt communs. Il y a des romans historiques, des essais, des ouvrages légaux. Et puis en fait, entre 2 ouvrages, tu tires quelque chose qui paraît plus amateur et qui n'a pas sa place là. C'est une espèce de bouquin plastifié. Quand tu le tires, tu vois qu'il est noir complet, mais sur la couverture, il y a des espèces de petits symboles. Et tu vois effectivement que sur ces symboles, c'est une couronne, une épée, un miroir et une clé. Je suppute que j'ai un petit sachet en plastique dans les milliards de poches qu'a ma veste. Si Hanté est concentré sur cette petite pile de lettres que je lui ai indiquées précédemment, je récupère ce petit ouvrage plastifié, je le mets dans un pochon que je scelle et je le glisse dans ma poche intérieure. J'allais dire que avec un temps de retard à chaque fois, je suis attentif à tout ce que tu fais et que je te regardais fouiller la bibliothèque parce que j'avais l'impression que tu cherchais des trucs et je voudrais voir si en bougeant des livres dans la bibliothèque, il n'y avait pas de la poudre noire qui tombait. Mais vu que j'ai un temps de retard sur tout, peut-être que je capte absolument R. Parce que j'ai effectivement le nez dans les lettres. C'est quoi le nom de l'ONG d'ailleurs? C'est une nouvelle chance. Tu vois, un temps de retard à chaque fois. On peut résoudre ça sur un test d'intuition. Moi, ça me va très bien. Eh bah, faisons ça dans ce cas. Donc si je réussis le jet, je la vois faire essayer de planquer des pièces à conviction, ce qui n'est pas du tout professionnel. Si je rate mon jet, et c'est certainement ce qui va se passer, je ne capte R comme absolument tout le reste de ce qui s'est passé dans la journée. C'est un 4. Très bien. Tu es trop concentré sur ces lettres, tu relèves la tête au moment où Mallory a déjà rangé donc l'ouvrage en question dans sa poche. Non, mais je garde mon temps de retard, mais j'essaye de suivre à peu près son rythme. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, elle a l'air de... Je comprends pas trop ce qui se passe et je prends les infos avec un retardement, mais j'essaye de suivre son rythme. Lamentablement, pour le coup. J'étais pas du tout venue chercher ce genre d'indice. Maintenant que j'ai des infos complémentaires, est-ce que je peux, soi-disant, me reconcentrer sur ce que je viens de trouver et chercher plus d'indices? Genre, est-ce que je peux refaire un jet de dés pour me dire que j'avance plus? Là, j'ai un truc, du coup, je relance quelque chose? Oui, s'il te plaît. J'ai fait 15. Tu pourras me poser 2 questions. Tu peux aussi me jeter d'ores et déjà 2d6, s'il te plaît. Tu me donnes les résultats de chacun indépendamment. 4 et 1. Donc en tête, tu vois Mallory suivre son instinct et partir dans la direction de la chambre au départ. Donc Mallory, tu rentres dans une grande pièce qui paraît éclairée par une baie vitrée qui donne sur une cour extérieure. La chambre, elle est assez dépouillée et assez neutre, mais en fait, le truc que tu remarques en jetant un œil et en toujours pareil en suivant cet instinct d'enquêtrice dont tu es plutôt coutumière, tu tombes sur une espèce de tout petit pupitre qui semble servir de table de nuit à côté du lit. Et sur ce pupitre, il y a une petite boîte. Une boîte en bois simple qui doit faire la taille d'une boîte d'allumettes. Et quand tu ouvres cette boîte, tu vois qu'il y a une lame de rasoir posée dedans. Une lame de rasoir où il y a juste une
toute petite goutte de sang qui perle au bout, du sang séché. Après cette découverte, tu es en train de marcher un petit peu dans l'appartement, tu te diriges dans la direction de la salle de bain. Et ça va répondre aussi à une interrogation de hanté du coup. Quand tu rentres dans la salle de bain, tu tombes donc sur cette pièce qui est un peu dans ce même style, carrelée dans des tons un peu sombres, apaisants. Tu es en train de regarder un petit peu du côté de la baignoire, du côté des toilettes, du lavabo. Et en fait, par terre dans un coin, tu tombes sur un tout petit peu de poussière noirâtre et iridescente. En réalité, quand tu regardes, c'est pas de la poussière et tu reconnais instantanément en fait la pierre en fait que Léon t'avait montré qui se trouve donc dans un coin de la salle de bain. T'as vraiment cette espèce de ligne de pierre noire qui est presque incrustée en fait. Et faut vraiment faire attention pour le voir. Tu vois qu'elle est au sol. La petite ligne de poussière, j'appelle Hanté pour lui dire que voilà, j'ai trouvé ça. Je la récupère comme je peux. Je crois que je la scotche pour récupérer sur le scotch et je mets le scotch dans un pochon. La boîte en bois avec la lame de rasoir, pareil, je lui fais part de ma découverte. J'embarque la boîte, pareil, je la scelle, je l'embarque avec moi en me disant qu'il faudra faire analyser le sang qui est dessus. Bizarre que une boîte sur la table de chevet de la victime avec une lame de rasoir et du sang dessus. C'est bizarre qu'elle ait été laissée là, qu'elle ait pas été trouvée par la scientifique. Et J'ai l'impression qu'ils ont un peu bâclé le bouclage de la scène. Ils se sont peut-être pas trop arrêtés dessus. Et si la scène de crime était au niveau de la cuisine, je pense qu'ils se sont concentrés là-bas et ils ont pas spécialement passé du temps à chercher dans la table de chevet de la chambre parce que c'était évident que tout s'était passé là-bas, quoi. Mais effectivement, après ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui s'est passé. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas à voir avec ce qui s'est passé, mais ça a plutôt à voir avec ses petits secrets personnels à lui, quoi. Martial, Léon, vous êtes en train de repartir vers le centre de Paris. J'aimerais savoir comment vous comptez vous y prendre pour aborder ce brave Guilhem Luciani. Pas de manière très avenante, hein. On va juste lui poser des questions gentiment. On va lui dire, alors voilà, c'est très bien, moi j'adore la liberté de la presse. Par contre, qui divulgue des scènes de crime à un connard comme toi, et pourquoi toi tu les diffuses, à quel moment ça trouvait que c'était intelligent? En fait, il vient quand même de divulguer des infos sur une enquête en cours d'homicide. Je me demande à quel point il a pas un peu niqué le droit journalistique, et à quel point moi je peux pas lui mettre les menottes et lui dire allez. Effectivement, selon les cas, ça peut relever d'une violation du secret de l'instruction. Pas bon ça. Et du coup, ça peut effectivement aller assez loin dans les peines encourues. On arrive comme des cow-boys, on monte les cartes et il repart avec les menottes et obstruction à la justice. Vous débarquez dans une rédaction qui est très 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 agitée. Beaucoup de monde qui vous dépasse, qui vous calcule pas. Vous finissez par arriver à une sorte d'accueil où personne vous dirige donc vers le bureau de Guilhem Luciani. Vous rentrez donc dans un couloir pour arriver face à une porte qui donne sur un bureau. À travers la vitre, vous voyez donc un homme d'une quarantaine d'années, petite taille, mince, cheveux mi-longs et barbe grise. Il porte des lunettes carrées, il est en train de tapoter sur un ordinateur. J'ouvre la porte, Monsieur Luciani, et là je lui montre la plaque. Voilà, inspecteur Castelli, inspecteur Lemaître. Nous avons des questions à vous poser. Je suis derrière, moi je me tiens un peu à distance. Il s'arrête de tapoter sur son ordinateur, il vous regarde tous les deux avec un petit sourire aux lèvres. Bien sûr, inspecteur, puis-je vous être utile? Je refoule une demi-envie d'y en coller une directe. Non, ce que je fais par contre, c'est que je sais que j'ai des problèmes de... Comment on appelle ça? De gestion de la colère. Je me tourne légèrement vers Martial. Je m'avance promptement, sortant ma carte. Bonjour monsieur Luciani, inspecteur Lemaître. Nous n'avons que quelques questions à vous poser, si vous avez bien du temps à nous accorder. Je vous en prie, asseyez-vous. Je reste debout, devant la porte. Je vous en prie Castelli, vous ne voulez pas vous asseoir? Je suis bien debout. Très bien, je vais m'asseoir. Il jette un petit regard à Léon avec un sourire entendu, puis il se porte vers toi, Martial. Petit claquement sur le portefeuille, hop, dans la veste. Un geste mécanique. On va voir pour un sujet délicat. Il s'agit en fait effectivement de l'affaire de la mort de M. Dinarov. Nous avons appris récemment que l'information avait fuité et s'était retrouvée dans les médias de grande écoute. Ce qui en soi est potentiellement gênant, puisque c'est une affaire délicate sur laquelle nous travaillons actuellement. Nous ne sommes pas là pour vous blâmer, là seulement pour savoir
et essayer de comprendre d'où provient l'information. C'est un sujet hautement secret. Et si on enquêtait sur ce qui s'est passé, nous n'avons pas beaucoup d'informations et le fait que cette affaire éclate au grand jour, au grand public, sans que l'on puisse y apporter des réponses, a tendance à, je trouve, alimenter les tensions. Oui, j'entends bien, je vous ai rendu un petit peu la tâche difficile. C'est dans ce sens-là que j'aborde le sujet. Croyez bien que je ne cherchais pas à empiéter sur vos plates-bandes. Vous faites votre travail, je fais le mien, mais comprenez aussi que mon devoir est d'informer le public et une enquête du si grande importance, qui après tout est liée à l'opération Panthère, que par ailleurs j'ai couvert à l'époque. Euh, Je plante 2 grands yeux sombres dans les siens et je croise les bras. Le souci étant que nous n'avons pas encore d'éléments pour pouvoir rassurer le public. Malheureusement, depuis l'opération Panthère, et vous en êtes témoin vous-même vu que vous avez couvert l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de mystères. Et nous sommes malheureusement encore noyés la tête sous le mystère et nous n'avons pour l'instant pas beaucoup d'éléments. Nous voulons juste savoir si vous avez eu une source d'information qui était interne à nos services. J'entends bien, et puis la présence de l'inspecteur Castelli ici présent, qui lui-même, d'après mes propres enquêtes, était un élément important de l'opération Panthère, me laisse à penser que votre venue ici n'est pas anodine et que les choses se remuent au niveau du bastion. Peut-être une opération spéciale? Lâche-nous le nom de ta source et qu'on en finisse. Écoutez, monsieur Luciani, je pense qu'il y a 2 manières assez évidentes pour continuer cette conversation. Premièrement, c'est plutôt de voir avec vous si on peut collaborer. Puisque nous cherchons tous les deux à nos mesures à découvrir la vérité. Ou on peut faire confiance aux états de service et à la légende de mon coéquipier, monsieur Castelli. Le choix est assez simple. Loin de moi l'idée d'être une épine dans votre pied. Excusez ma curiosité et peut-être mes allégations qui ont l'air de tendre votre collègue inspecteur Lemaître. Je ne fais que mon travail et je suis bien sûr disposé, en tant que citoyen de la République française, à collaborer autant que possible avec vos services. Mais je crains ne pas vous être d'une grande aide sur l'origine de ma soupe. Non pas que je cherche à la protéger, je comprends bien que je suis dans une situation plutôt délicate. Mais la vérité, c'est que j'ai reçu un appel anonyme il y a quelques jours. Et que cet appel, plutôt lapidaire par ailleurs, m'a juste conduit à un casier de consignes à la gare de Lyon, contenait les informations concernant l'enquête que vous menez sur Sergei Dinarov. Le téléphone sur lequel vous avez reçu l'appel, vous l'avez sur vous? Bien sûr, il s'agit de mon téléphone de travail. Eh bien maintenant c'est une pièce à conviction. Et je m'approche de lui, je sors les menottes, je lui fous sa putain de tronche de clébard sur le bureau, je le menotte et je lui explique que il va venir avec nous pour obstruction à l'injustice, il fait chier une enquête, à faire le cono et qu'effectivement on collaborera avec grand plaisir avec lui une fois qu'il se sera expliqué devant les autorités compétentes. Allez, et je récupère son téléphone et je le mets sous scellé. Ah non, attends, je me lève à ce moment-là, je fais Castelli, vous pensez pas que c'est un peu brutal là? je regarde le mec avec la gueule au milieu de ses crayons et je dis avec un petit sourire en coin à mon cher camarade, ça fera des émeutes de plus. Castelli, s'il vous plaît, très franchement, je vois très bien ce que vous faites, mais à un moment donné, monsieur Luciani était en train de coopérer avec nous. Pourquoi vous sortez le grand jeu d'un coup? Non, mais il t'inquiète pas, il va coopérer. Martial, j'aimerais que tu me fasses un jet de désavantage, s'il te plaît. Pourquoi? Tu sais pourquoi. 2d10. Ah bah 14. Tu es complètement sur le cul de la violence avec laquelle Castelli vient d'agir. Alors, à ce moment précis, ça te met extrêmement mal à l'aise. Ça, tu sens que ça te serre le ventre. Et le fait qu'en plus Léon se contente de balayer tes affirmations en disant non mais t'inquiète, fait que impossible pour toi de te concentrer sur autre chose que ce qui vient de se passer. Mécaniquement, ça donnera un malus de -1 à tout tes jets à partir de maintenant. Et je ne peux pas réagir à... Libre à toi. Bon, écoutez Castelli, je ne peux pas tolérer votre comportement à ce moment-là. Écoutez, laissez-le. On est en train de discuter, on est en train d'avancer dans l'affaire. Pourquoi tout de suite abuser de votre pouvoir à ce moment-là?
Non, il n'y a aucun abus de pouvoir, mon cher le maître. T'inquiète pas, on va continuer la conversation, mais ce sera au Bastillon, dans le cadre d'une garde à vue qui suit exactement le protocole à la lettre. Et je commence à pousser l'autre vers la porte. Écoutez, Castelli, j'aime pas beaucoup vos méthodes. Et pourtant, elles ont fait leurs preuves. Elles ont fait leur preuve, mais je pense pas qu'elles le fassent maintenant. Il faut que je le ramène au Bastillon à pied ou tu vas prendre la voiture? Écoutez, vous voulez pas juste, à un moment donné, prendre un peu de recul, réfléchir à la situation? Monsieur Luciani n'était pas en train de résister, il était en train de discuter. Je regarde Monsieur Luciani, justement. Monsieur Luciani, qui par ailleurs pendant toute cette conversation a donc le poignet tordu dans son dos, menotté et la tête au milieu de son bureau avec ses affaires qui ont volé de partout. Tu lui as pas explosé la tête contre le bureau, je pense, Léon. Ça a fait un petit bruit un peu, quoi, mais il a pas mal. Ce qui n'empêche que lorsque tu as fait ça et noyé dans votre conversation qui peut-être se fait entre vos dents ou quoi, l'agitation dans la rédaction s'est un petit peu calmée. Dans les bureaux alentours, vous voyez que des gens se sont levés et regardent ce qui se passe au niveau du bureau de Luciani. Et il y a pas mal de monde qui s'est arrêté autour et qui regarde un petit peu ce qui se passe. Du coup, c'est pour ça que lui, je le redresse. Genre, oh là là, il a voulu résister à une interpellation légitime. Et donc, du coup, une fois qu'il est redressé, je commence à continuer de le bourrer pour aller vers la porte. Enfin, moi, je le ramène au bastion. Et après, si le maître. J'en ai rien à secouer, je me mets devant. À un moment donné, non, Castelli. Alors, même s'il me bouscule, je fais écoutez, une véritable situation de tension actuellement dans la capitale. Nous avançons à pas feutrer dans cette affaire, donc ce n'est pas le moment. Quand bien même cela peut être vérifié. Et laisser 72 heures à ce gars-là pour qu'il continue à déblatérer des infos qu'il n'est pas censé avoir n'aideront pas à résoudre la situation. Il vaut mieux qu'il soit dans nos locaux, sous surveillance, et qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on veut sans qu'il puisse lui faire la moindre connerie de son côté. Et après, de toute manière, on sera obligé de le relâcher et il fera ses conneries. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous pourrez aller lui parler autour d'un café et tout ira pour le mieux. Oui, ça va beaucoup aider. Alors qu'on pouvait simplement discuter, commencer à coopérer calmement. Son téléphone, il a reçu un appel d'une source anonyme. On va filer son téléphone au gars du labo. Ils vont trianguler l'appel comme ils le font à chaque fois et on trouvera d'où provient l'appel. À ce moment-là, on aura une piste. Alors je prends un peu de temps, je réfléchis. Castelli, si je puis me permettre, et je regarde droit dans les yeux, vous n'êtes qu'un rustre. C'est le métier qui rend ça. Et je le bourre et je me barre avec l'autre. Je me décale, mais... Si tu t'interposes pas physiquement... Non, je suis pas... Non, on n'est pas là non plus pour se mettre en scène. Je pense que ça a déjà suffi avec Monsieur Castelli. On aurait pu gérer ça passait pas trop mal. Non, c'est nul. Ça, c'est... En dernier recours, peut-être, oui, là, mais là, non. Luciani, pendant que tout ça se passe, n'a pas proféré un mot. Il a un petit sourire au coin des lèvres. Il n'a pas du tout intérêt à parler là maintenant tout de suite. Donc il ne parle pas. Il se contente de se laisser faire pendant que vous traversez la rédaction, qui est maintenant plongée dans le silence et que tout le monde vous regarde partir les yeux médusés. Vous venez d'écouter un épisode de Néon et Opale. Néon et Opale est une campagne pour Cult, Divinité perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lilienberg et édité en France par Arcane Asylum. Léon Castelli est interprété par Tommy The Cat, Martial Lemaître par Cassidy, Mallory Baron par Sully et Ante Posavets par Ciaris qui compose aussi la musique de Pallium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande originale du podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre Pallium sur Instagram, Facebook et TikTok, vous abonner à notre page YouTube, commenter cet épisode, ajouter le podcast à vos favoris et partager nos épisodes sur vos réseaux. La suite de Néon et Opale arrive très bientôt.